Bonjour les amis. En 1946, l'écrivain anglais George Orwell publiait un essai intitulé La politique et la langue anglaise. Dans cet essai, il s'inquiétait de la lente agonie de la langue de son pays. Une langue où tout ce qui était concret se muait progressivement en concepts abstraits. Une langue où les usagers importaient des termes d'origines étrangères sans essayer de trouver un équivalent dans leur propre langue. Une langue où les usagers ne faisaient plus l'effort de chercher des termes pour leur précision, mais se contentaient d'agglomérer des éléments de langage conçus par d'autres. Et le pire, selon l'écrivain anglais, c'est que cette corruption de la langue contamine aussi la pensée. Parce que si nos mots deviennent obscurs et vagues, l'intelligence perd sa capacité à saisir et à agir sur le réel. Si les mots perdent le contact des choses, il devient possible, facile même, de faire passer les vilains pour des héros et le mal pour un bien. Il se pourrait bien que le politiquement correct soit en train de donner de la chair à la vision de l'auteur. Le politiquement correct, il est donc grand temps d'apprendre à mieux le connaître. Et surtout, il est grand temps d'apprendre à résister. Pour bien comprendre ce qu'est le politiquement correct, il faut commencer par le distinguer de la langue de bois. La fonction de la langue de bois, dont nous avons déjà parlé, c'est de permettre à un orateur, qui ne veut pas répondre à une question difficile, ou qui ne veut pas aborder un sujet qui est gênant pour lui, de faire comme si il disait des choses, de faire comme si il répondait à des questions, alors qu'il ne dit rien. Le politiquement correct, de son côté, vise à préserver la sensibilité de catégories de personnes en matière de religion, en matière de culture, en matière de classe sociale, etc., en jouant sur les formulations. Donc, le politiquement correct est bien lié à un projet politique qui peut d'ailleurs se défendre, essayer de protéger des groupes jugés fragiles. Mais je vois deux problèmes avec cette idéologie. Le premier, c'est que dans le politiquement correct, il y a un côté condescendant. Vu que t'es fragile, je vais essayer d'utiliser des mots plus doux en parlant de toi. Et puis, plus fondamentalement, il y a une vraie question qui est de savoir si la meilleure manière de protéger quelqu'un, c'est d'essayer de créer un environnement sécurisé où on réduit au maximum les menaces, ou si au contraire, protéger quelqu'un, c'est lui laisser l'opportunité de s'endurcir dans les épreuves. Mais le fait est que le politiquement correct est bien là, et que régulièrement et avec une créativité remarquable, de nouveaux termes émergent, dans le but d'essayer de préserver la sensibilité, dans le but d'essayer de reconnaître les particularités de groupes toujours plus spécifiques. Quelles sont donc les manifestations rhétoriques de ce politiquement correct? Le politiquement correct repose sur des stratégies d'euphémisation. Et donc un euphémisme, c'est la figure de rhétorique par laquelle on va atténuer le côté désagréable, le côté triste, le côté inconfortable d'une idée, en jouant sur les formulations, en jouant avec les mots. Et il y a plein de stratégies d'euphémisation au service du politiquement correct. Je vais vous en donner 5. Vous pouvez utiliser des sigles, comme dire SDF pour pas dire clochard, comme dire IVG pour pas dire avortement. Vous pouvez utiliser des emprunts, vous pouvez utiliser des mots d'origine étrangère, comme senior pour pas dire vieux, ou comme black pour pas dire noir. Vous pouvez utiliser des périphrases, donc des stratégies de contournement, comme quand on dit technicien de surface ou quand on dit animateur d'espace vert. Vous pouvez utiliser des ellipses, c'est-à-dire qu'on va tronquer les expressions, comme quand on dit quartier pour pas dire quartier chaud, ou comme quand on dit jeune pour pas dire jeune délinquant. Et puis enfin, vous pouvez utiliser carrément des substitutions, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre un mot pour un autre, comme quand on dit des incivilités pour pas dire des émeutes, et quand on dit des heurts pour pas dire des combats. Si vous en voulez encore, je vous ai trouvé un article très détaillé en français, vous avez ça dans la biblio. Et je vous conseille aussi de lire ou de relire Les Précieuses ridicules de Molière. Donc Les Précieuses ridicules, c'est cette pièce dans laquelle Molière tourne en ridicule un petit peu les bobos de son époque, en les mettant en scène, en train d'essayer de trouver des formulations pour renommer les objets du quotidien qu'il trouve vulgaires. Par exemple, les fauteuils, ça va devenir les commodités de la conversation, le pain, ça va devenir le support de la vie, les joues, ça va devenir le trône de la pudeur, et le nez, ça va devenir les écluses du cerveau. Je précise que le recours à l'euphémisme, c'est pas le propre du politiquement correct, parce que c'est également une stratégie qui est au cœur de la langue de bois. Et donc la différence, c'est vraiment au niveau de l'intention. Le but de celui qui parle le politiquement correct, c'est d'essayer de préserver la sensibilité, c'est d'essayer de pas heurter. Mais du coup, et même si les intentions sont louables, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut la peine de se donner tous mal? Et puis surtout, est-ce que, comme le craignait George Orwell, l'extension continue du domaine du politiquement correct ne risque pas d'avoir un impact sur notre intelligence, sur notre capacité de penser juste et de dire vrai?
dire que le langage qu'on utilise puisse nous rendre plus bêtes, puisse nous rendre moins compétents pour penser les enjeux de notre temps, eh ben, ça suppose que le langage ait le pouvoir de façonner la pensée. Dans le domaine de la recherche, cette hypothèse, ça s'appelle le déterminisme linguistique. Donc l'idée que notre langage place les bornes, place les limites de ce qu'on est capable de percevoir, de ce qu'on est capable de concevoir. Le déterminisme linguistique, c'est une idée qui a été à la mode dans les années 70, notamment suite aux travaux de deux chercheurs, Edward Sapir et Benjamin Lee Whorf. Et donc, à l'appui de cette idée d'un déterminisme linguistique, ils avaient rassemblé des observations anthropologiques, ils avaient étudié notamment la langue des Esquimaux, et ce qu'ils avaient remarqué, c'est que dans cette langue des Esquimaux, il y a 3 mots pour dire la neige, alors qu'en anglais, il n'y en a qu'un. Et du coup, on peut imaginer que si on n'a pas les mêmes mots pour décrire la neige, ça veut dire que les Esquimaux et les Anglais, ils n'ont pas la même expérience de la neige. Mais cette idée du déterminisme linguistique, aujourd'hui, il n'y a plus aucun psychologue cognitiviste qui y adhère. Aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que le langage et la pensée, c'est des choses qui sont vraiment indépendantes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut essayer de trouver les mots les plus justes pour exprimer une de nos pensées, c'est aussi pour ça qu'on peut essayer de trouver les mots les plus justes pour traduire une idée d'une langue à une autre. Et ça suppose que notre pensée soit indépendante du langage. Et donc c'est pas parce que tu modifies le langage que tu modifies la pensée. Et d'ailleurs, si vous faites une recherche sur le politiquement correct, la quasi-totalité de ce que vous allez trouver, c'est des billets d'humeur de gens qui s'agacent parce que les termes du politiquement correct ne collent pas avec ce qu'ils auraient envie de dire. Ceci dit, j'ai quand même trouvé un article scientifique qui permet d'envisager la menace que fait peser le politiquement correct sur notre intelligence. C'est un article qui porte sur l'usage de termes politiquement corrects pour désigner les maladies mentales. Donc il y a des études qui montrent que les gens n'ont pas envie d'être au contact avec des gens schizophrènes. Et du coup, ce rejet, ça a un impact sur la capacité des gens qui sont schizophrènes à travailler, à nouer des relations et à avoir de l'estime pour eux-mêmes. Et donc ce que les chercheurs ont voulu voir, c'est qu'est-ce qui se passe si, au lieu de parler des schizophrènes, on utilise un autre terme plus politiquement correct. Dans leur expérience, les chercheurs ont donc présenté aux participants des gens, les uns comme schizophrènes, les autres comme usagers des services de santé mentale. Et ils ont pris un certain nombre de mesures. Ils ont regardé quels affects étaient ressentis par les participants. Ils ont ensuite vérifié si les participants auraient envie d'aller à une réunion avec un schizophrène ou avec un usager des services de santé mentale. Et enfin, les chercheurs ont vérifié si les participants avaient une idée des symptômes dont souffraient les gens qu'on leur avait présentés. Et comme on pouvait s'y attendre, ce que les chercheurs ont observé, c'est que les participants produisent plus d'affects négatifs et ils ont moins envie de participer à une réunion si on leur parle de schizophrène plutôt que d'usager des services de santé mentale. Donc oui, si vous renommez schizophrène usager des services de santé mentale, vous réduisez le risque de stigmatisation. Mais quand on demande aux participants s'ils ont une idée des symptômes dont souffrent les personnes qu'on leur présente, si on leur parle de schizophrène, ils arrivent à prédire que la personne peut avoir des comportements asociaux, qu'elle peut avoir des hallucinations, alors que quand on leur parle d'usager des services de santé mentale, c'est beaucoup trop flou pour qu'ils puissent prédire quoi que ce soit sur le comportement de cette personne. Selon cette étude, il y a donc bien un dilemme du politiquement correct. Est-ce qu'on choisit de préserver la sensibilité en émoussant les mots ? Est-ce qu'on choisit des termes plus précis, même s'ils sont désagréables à entendre? Et ça devrait être un choix qui relève de la liberté et de la responsabilité de chacun. Le problème, c'est que plus on étend le règne du politiquement correct, plus on multiplie les catégories de personnes qui ont le droit de revendiquer une désignation sur mesure, et plus on multiplie les risques d'être offensants et les opportunités d'être offensés. Et c'est ça le piège du politiquement correct, c'est d'être contraint de marcher sur des œufs en permanence, comme s'il n'y avait plus de nuances possibles entre la tiédeur et l'outrage, entre l'autocensure et le dérapage. Je voudrais donc partager avec vous maintenant un manuel de survie. 4 règles qui permettent de déjouer le piège du politiquement correct. Parce que l'idée, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis, c'est que vous aussi, vous commenciez à défendre les causes qui vous tiennent à cœur. Et si vous faites ça, si vous commencez à creuser votre sujet, si vous commencez à en parler avec passion, il y a forcément un moment où vous allez déraper. Il y a forcément un moment où vous allez commencer à heurter, à agacer telle personne, telle catégorie de personnes. Et donc les 4 règles que je vais vous donner, c'est des règles que j'essaie de m'appliquer. Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas, mais en tout cas elles me donnent un cap. Et je pense que ça peut vous être utile.
Première règle, refusez d'être un troll ou un gourou. Quand vous allez commencer à tenir des propos qui sortent de ce qui est admis par le politiquement correct, il y a deux choses qui vont se passer. D'abord, il y a des gens que ça va heurter, il y a des gens que ça va agacer, et ils vont vous en vouloir. Ils vont commencer à vous attaquer, et ils vont essayer de vous réduire à ce qu'il y a de plus extrême dans votre personne et dans votre pensée. Et ça peut vous énerver, et vous pousser à tenir des propos toujours plus extrêmes, et à devenir ce troll qu'on vous reproche d'être. Résistez. Et puis il y a des gens qui vont aimer vos dérapages, qui vont vous encourager à tenir des propos encore plus extrêmes, encore plus binaires, et ça peut vous flatter. Vous pouvez avoir envie de devenir ce preux-chevalier du parler vrai dans un monde de fragiles. Résistez. Quand on nourrit une pensée, elle grandit, elle évolue, elle s'affine, elle se nuance. Ne laissez pas votre pensée s'enfermer dans une grotte ou dans une secte. Vous n'êtes ni un troll, ni un gourou. Deuxième règle, évitez d'être blessant, sauf si c'est la seule possibilité d'atteindre le vrai. C'est très facile de croire qu'on est dans le vrai, du simple fait que nos propos lèvent les boucliers. Et d'ailleurs, on dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Mais ça veut pas dire que tout ce qui blesse est vrai. On peut très bien blesser par l'approximation, par la bêtise, par la calomnie ou par la grossièreté. Et l'idée, ce serait d'éviter de faire ça. Et plus vous travaillez votre style, et plus vous avez une gamme de possibilités pour exprimer votre idée. Le choix, ça se résume pas à l'autocensure ou au dérapage, à la caresse ou au coup de poing. Vous avez les moyens d'exprimer vos idées sans être blessant, sauf si c'est votre seule possibilité d'atteindre le vrai. Tout le temps qu'on passe à dénoncer le politiquement correct, à dénoncer des censeurs réels ou imaginés, c'est du temps qu'on ne consacre pas à cultiver et à développer notre pensée. Il y a une tendance que je vois régulièrement chez les gens qui ont une cause à défendre, chez les gens qui développent une pensée critique, à passer trop de temps à parler de ceux qui empêcheraient leur projet d'advenir. Et c'est d'autant plus tentant d'en rester à ce stade que taper sur des ennemis, c'est un moyen efficace et bon marché de rassembler une petite communauté de fans très virulents. Et ça permet d'être fainéant dans nos diagnostics, le problème c'est les ennemis, et puis ça permet aussi d'être fainéant dans nos solutions. Ça ira mieux quand on aura vaincu les ennemis. Mais c'est facile d'être le gourou d'un auditoire qui se recroqueville sur des idées toujours plus radicales. C'est beaucoup plus difficile d'arriver à être le conseiller d'un auditoire toujours plus universel. Ne laissez pas votre pensée en jachère, ne ferraillez pas contre des moulins à vent, ne vous abritez pas derrière des ennemis. Quatrième et dernière règle, consacrer autant de temps à proposer des solutions qu'à diagnostiquer des problèmes. Parce que c'est tentant de rester au stade du problème. Parce que quand on parle de problème, on a l'air critique, et quand on a l'air critique, on a l'air intelligent. Et il y a d'ailleurs des intellectuels qui passent leur vie à exposer des problèmes, quitte à laisser leur audience sombrer dans les marécages de la mélancolie. Votre objectif, ça doit être de proposer des solutions efficaces à des problèmes réels. Parce qu'un bon discours, c'est un discours qui va de l'ombre vers la lumière, de la dystopie vers l'utopie. Si vous faites ça, vous ferez bien mieux que de vaincre le politiquement correct, bien mieux que de sortir de la pensée unique. Vous apporterez une œuvre à la connaissance, un marchepied à la conscience, une pierre à la renaissance.